Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la radio web de l'Institut de France. Il y a quelques mois, je recevais au micro de Canal Académie l'historien Jean-Paul Bled, spécialiste de l'histoire allemande et auteur notamment d'une histoire de la Prusse parue aux éditions Fayard. Dans cet ouvrage, Bled consacre son tout premier chapitre aux chevaliers teutoniques qui sont donc à l'origine de l'État prussien. Peu connu dans notre pays, marqué par l'épopée des Templiers et dans une moindre mesure par celle des Hospitaliers, l'histoire des chevaliers teutoniques est au contraire largement étudiée dans l'historiographie germanique. Fils de la croisade, l'ordre teutonique, ou bien maison de l'hôpital des Allemands de Sainte-Marie de Jérusalem, tel est son nom, est à la fois tourné vers les armes, mais aussi vers l'hospitalité au sens propre du terme. Nous ne connaissons pas la date exacte de sa fondation, que l'on situe entre le mois d'août 1189 et le mois de septembre 1190, alors que Saint-Jean d'Acre était assiégé. Aux origines, l'ordre ne fut qu'un petit hôpital de campagne fondé par des marchands de Brême et de Lübeck. La fondation vit dans ses premières années quelques difficultés et il faut attendre 1198, donc 8 ans plus tard, pour voir l'ordre émerger au cours d'une assemblée de princes allemands, de laïcs et d'ecclésiastiques. Quelques siècles plus tard, l'ordre est confisqué à tort par une vision nationaliste de l'histoire allemande en général et de la Prusse en particulier. Qui furent donc les chevaliers teutoniques? Quelle fut l'influence des Templiers et des Hospitaliers sur l'ordre? Existe-t-il une spécificité de cet ordre teutonique, de sa règle? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Sylvain Guggenheim. Sylvain Guggenheim, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, professeur d'histoire médiévale à l'École normale supérieure à Lyon, spécialiste d'histoire de l'Église. Vous venez de publier chez Talandier une véritable somme consacrée aux chevaliers teutoniques. Vous avez aussi publié un livre très important, nous y reviendrons je pense au cours d'une prochaine émission, qui bouleverse une vision historiographique, un livre intitulé Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne, donc paru au Seuil dans la collection L'univers historique. J'en viens à l'ordre teutonique, vous venez de publier cet ouvrage, cette somme très importante, et en se plongeant dans cette lecture, on est d'abord marqué par un fait, le fait que l'ordre teutonique soit peu connu, alors que finalement, c'est le seul qui est véritablement réussi. Oui, c'est assez étonnant et en même temps ça ne l'est pas puisque l'histoire allemande en général en France est assez mal connue pour toute une série de raisons et il y a eu très peu d'historiens français qui se sont intéressés à l'histoire de l'ordre teutonique. Il y en a un qui a vraiment fait des travaux dessus, qui est très célèbre, qui est Ernest Lavis, mais ça nous fait remonter donc à l'époque de Napoléon III. Et depuis Ernest Lavis, il n'y avait pas eu vraiment de travaux importants menés en France sur l'histoire de l'ordre. Pour des raisons qui peuvent s'expliquer donc à cause des circonstances historiques. Il y a des clichés qui ont fini par se plaquer sur l'ordre, notamment en raison du film d'Eisenstein et de l'image qu'il donne des chevaliers teutoniques. Et puis je pense fondamentalement l'ignorance de la langue allemande en France, qui empêche quand même aussi d'accéder, enfin une ignorance qui n'est pas totale, mais qui est quand même assez vaste, et qui empêche d'accéder à la bibliographie et à une partie des sources. Alors en revanche, l'historiographie germanique, elle, est très importante. Il y a deux très grandes historiographies sur l'histoire de l'ordre teutonique. Il y a l'historiographie allemande, il y a l'historiographie polonaise. Puisqu'en fait, l'histoire de l'ordre et de la Prusse médiévale sont vraiment au cœur de l'histoire nationale de la Pologne, ça c'est évident, et ça fait largement partie aussi de l'histoire de l'Allemagne, même si la Prusse n'a jamais été à l'intérieur de l'Empire allemand du Moyen-Âge. Aujourd'hui, ce sont des sources qui sont facilement pour nos étudiants, qui sont facilement consultables, qui ont été publiées, ou on doit encore déchiffrer des parchemins? Alors, il y a une partie des sources qui a été publiée, qui est en cours de publication. Ces publications ont commencé en fait au XVIIIe siècle, mais il reste toujours beaucoup de sources manuscrites non publiées. La majorité des sources en fait est toujours manuscrite, et les sources sont principalement de nos jours à Berlin, d'une part, et en Pologne, d'autre part.
notamment à Toruń ou à Varsovie. Et il y a aussi un centre extrêmement important à Vienne, qui est actuellement la ville qui est le siège de l'ordre teutonique, qui existe encore. Et il y a toutes les archives qui concernent l'histoire de l'ordre en Allemagne jusqu'au XXe siècle sont à Vienne. Les sources sont vraiment importantes dans l'émission Un jour dans l'histoire. Ce sont des sources, on se doute, l'ordre teutonique a une identité propre, qui est l'identité allemande. Est-ce à dire que les sources elles-mêmes sont en allemand ou on trouve également en latin? Donc, les sources sont en latin. Pour tout le XIIIe siècle, la plupart des sources sont en latin. Il y a quelques textes en allemand du Moyen Âge. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, au XIVe, XVe siècle, le latin cède un peu la place à l'allemand. Ce sont les deux langues que l'on trouve pour les sources de l'ordre. Sauf qu'on peut évidemment aussi utiliser des textes qui ont été faits dans d'autres pays concernant l'ordre au XVIe, XVIIe siècle, dans les langues de ces pays. Mais c'est assez mineur, ça. Venons-en donc à la nature de cet ordre. On retient au fond 3 caractéristiques. D'abord, c'est un ordre hospitalier, puis ensuite militaire, mais surtout identitaire. Alors, à l'origine, c'est un hôpital qui est créé devant les murs d'Acre au moment du siège d'Acre et de la Troisième Croisade, et un hôpital qui est là pour soigner des croisés allemands ou des pèlerins allemands. Et on est à peu près certain que la raison de la création de l'hôpital, c'est un problème linguistique. Ces Allemands sont sans doute un peu perdus dans un univers où les Français, si on veut, sont majoritaires. Et donc, il y a d'abord cette structure caritative d'entraide. Cette structure est militarisée 8 à 10 ans plus tard, par la volonté des nobles allemands, mais aussi de l'épiscopat qui est présent en Terre Sainte. Donc il y a une origine à la fois allemande et une origine liée à l'église de Terre Sainte. Et donc on crée un nouvel ordre militaire sur le modèle des Templiers et des Hospitaliers. Alors c'est un ordre allemand, effectivement, mais on n'a jamais interdit à des gens qui ne sont pas allemands d'entrer dans l'ordre. En Italie, par exemple, les commanderies du sud de l'Italie ou de Sicile sont peuplées. Il y a des Allemands, mais sont largement peuplées d'Italiens. C'est un ordre entre guillemets, on va utiliser le terme international, même si l'idée de nation à l'époque n'est pas vraiment bien définie. Alors l'idée de nation n'est pas bien définie. C'est un ordre international par le recrutement, mais majoritairement allemand. Et c'est aussi un ordre international par ses implantations, puisqu'on le trouve implanté en Terre Sainte. On va le trouver ensuite dans l'Allemagne actuelle, dans la Pologne actuelle, dans les pays baltes actuels. Vous parliez de cette population allemande et du problème de langue que posait au fond cette présence. Était-elle cette présence importante dans les croisades, en tous les cas au tout début des croisades? Le nombre de membres de l'ordre au début n'est pas connu, mais vraisemblablement il n'est pas très élevé. Mais la population allemande dans les croisades? C'est une population qui est minoritaire. Je serais incapable de donner un pourcentage, mais c'est une population qui n'est pas inexistante, mais qui est minoritaire. La majorité des chrétiens qui viennent s'installer au moment des croisades en Terre Sainte sont des gens qui viennent du royaume de France ou de principautés d'empires francophones. Mais il y a peu d'Allemands présents en Terre Sainte. À vous entendre, on a l'impression que finalement, les conditions qui ont présidé à la fondation de l'ordre teutonique sont les mêmes que celles qui ont présidé à la fondation du Temple. Il y a des points communs avec la fondation du Temple, la volonté de protéger des pèlerins ou de les secourir. Il y a aussi des différences parce que le poids de la noblesse d'empire autour de l'ordre est très fort, alors que le poids de la noblesse française, la grande noblesse française autour du Temple n'est pas aussi fort. Même chose pour les hospitaliers. Il y a aussi tout de suite autour de l'ordre des appuis qui viennent de l'empereur d'Allemagne ou de ses fils ou de ses frères, c'est-à-dire que l'ordre est conçu très vite comme une structure qui est très proche de la noblesse d'empire et de la dynastie des Stauffen. Donc c'est un ordre qui se crée, on l'a vu, aux alentours de 1189, c'est bien cela? À peu près, oui. Voilà. Et comment une telle création au fond, peut acquérir de la légitimité avec le temps? Quand est-ce que l'on passe, au fond, d'une petite organisation, vous le dites, au pied d'Acre, alors que le siège est en cours, à une véritable légitimité et même légalité s'il existe une légalité qui, là, serait d'ordre ecclésiastique? Alors la légalité, oui, elle existe et elle est définie à partir du moment où l'ordre reçoit une règle. Et donc, étant donné que c'est une structure qui est religieuse, même si l'essentiel des membres sont des laïcs, mais c'est un ordre religieux que l'on crée, et un ordre religieux ne peut pas exister si il n'a pas une règle. Et cette règle doit être approuvée par le pape. Donc, on a donné aux Teutoniques une règle ça s'est fait progressivement, la rédaction de la règle, mais une règle qui, au départ, est une espèce de mélange entre la règle de l'ordre du Temple et la règle des Hospitaliers. Et à partir du moment où le pape Innocent III confirme la
la validité de cette règle, l'ordre a le droit d'exister, enfin, est vraiment légitime. Il y a cette légalité, cette consécration en quelque sorte pontificale, mais parallèlement, vous mettez en avant que le fait de posséder des terres donne également une légitimité et permet une présence. D'abord, aucun ordre religieux ne peut vivre uniquement en mendiant. Enfin, ils ont besoin de terres et d'avoir les revenus de ces terres pour vivre. Et ensuite, dès que l'ordre s'est fait connaître, il a été récompensé par des gens qu'il a aidés. Et notamment, il y a une étape importante au moment de la cinquième croisade, au moment des combats en Égypte autour de Damiette, dans les années 1217-1219. On s'aperçoit que l'ordre reçoit, à la suite de ces combats et de ces 2 années de lutte, il reçoit un grand nombre de terres en Allemagne, mais aussi en France. Et manifestement, parce que les membres de l'ordre ont à ce moment-là aidé les croisés militairement, mais aussi sans doute de manière caritative ou en les soignant ou en les consolant quand ils étaient prisonniers. Est-ce que cet ordre, au fond, bon, cet ordre acquiert des terres, il y a une logique à acquérir des terres, par exemple, en Sicile, mais par exemple, la Hongrie, on se demande ce que vient faire la Hongrie dans Oui, l'acquisition de terres pour un ordre qui est tourné vers la Terre Sainte. Ouais, les historiens hongrois et allemands se le sont aussi demandé. L'ordre est appelé en Hongrie en 1211 par le roi de Hongrie et qui leur confie un petit territoire à la frontière sud-est de son royaume pour en fait constituer une espèce de marche militaire qui protège le royaume de Hongrie contre les attaques de populations païennes, Hmm. qu'on appelle à l'époque les Koumans, qui sont des populations d'origine asiatique. Et l'ordre donc reçoit à ce moment-là des terres et petit à petit il va essayer d'en faire une principauté, ce qui fait qu'il sera d'ailleurs chassé manu militari quelques années plus tard par le roi de Hongrie. Justement, c'est très intéressant parce que la question hongroise, hein, sur laquelle vous vous étendez dans votre ouvrage met en jeu des forces de l'époque, un roi qui fait une donation, donc qui est le principe de base, de départ, un ordre qui souhaite développer sa propre indépendance, et d'un autre côté, un pape qui, lui, protège au fond cet ordre contre le revirement royal. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au début, le roi de Hongrie a donné ce territoire qu'on appelle la terre de Borza, le Burzenland, il l'a donné aux Teutoniques, donc avec quelques droits. Et les Teutoniques ont ensuite essayé d'augmenter ces droits et notamment ils ont essayé finalement de soustraire le territoire qu'on leur a donné à l'autorité du roi de Hongrie. Et comme c'est un ordre religieux, ils ont utilisé le droit canon pour ça et donc ils ont demandé au pape de prendre le territoire sous sa protection et de lui accorder ce qu'on appelle dans le droit canon le privilège de l'exemption. Qui fait qu'il ne dépend pas de l'évêque, au Alors, ils fond, dépendent plus du tout de l'évêque ni du pouvoir temporel, ni du pouvoir et spirituel du lieu. étant donné qu'ils avaient des privilèges d'immunité donnés par le roi, donc les agents du roi, les officiers du roi de Hongrie ne pouvaient pas rentrer comme ils voulaient dans ce territoire. Comme on y ajoutait donc l'exemption et donc l'élimination finalement du pouvoir de l'évêque hongrois, l'évêque de Transylvanie, on a vraiment l'impression que l'ordre a essayé au lieu de simplement de défendre ce territoire, il a essayé de le détacher du royaume de Hongrie. Il a vraisemblablement frappé sa propre monnaie, il a construit des forteresses en pierre et le pape l'a soutenu, le pape de l'époque, Honorius III, le soutient dans cette tentative. Je reçois Sylvain Guggenheim, auteur du livre Les Chevaliers Teutoniques, paru aux éditions Talandier. Nous nous retrouvons dans une seconde. Canal Académie vous propose de revenir sur les grandes étapes de l'évolution des espèces. 4 milliards d'années, ainsi compilées en 45 minutes, le temps de l'émission, avec Claude Combes, membre de l'Académie des sciences. De la première cellule Luca aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, Claude Combes nous entraîne dans le vaste tourbillon de la vie à partir de son livre de vulgarisation scientifique « Darwin, dessine-moi les hommes ». Téléchargez dès maintenant cette émission. Elle est en libre écoute sur Canal Académie. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois le professeur agrégé, professeur à Normal Sup de Lyon, Sylvain Guggenheim, auteur d'une monographie consacrée aux chevaliers teutoniques, parue aux éditions Talandier. Alors, nous avons évoqué ensemble, Monsieur Guggenheim, le développement en fait de l'ordre à ses origines, un développement un peu malgré tout poussif. L'œuf a tendance à ne pas éclore avec le temps.
Oui, il faudra en fait 20 ans pour que l'ordre prenne vraiment son essor. C'est un ordre qui reçoit quelques donations en Terre Sainte avant même la bataille de Damiette. Comme je le disais, il y a des premières donations qui sont données par les rois francs du royaume de Jérusalem. Ils ont comme ça quelques petites terres qui sont données aussi en Allemagne, mais finalement pas grand-chose. Et les premiers grands maîtres de l'ordre sont pour nous uniquement des noms, on ne les connaît pas. Le déclic se fait vraiment avec l'arrivée à la tête de l'ordre d'un personnage qui est peut-être le plus grand maître de l'histoire de l'ordre, ou l'un des deux plus grands maîtres de son histoire, qui est Hermann von Salza. Qu'est-ce qui fait la qualité de ce personnage? C'est parce qu'il dure? C'est parce qu'il crée véritablement une règle? Ce qui fait sa qualité, c'est toutes ses qualités. C'est quelqu'un qui a été manifestement doué d'un très grand sens politique. On n'a pas de texte autobiographique, hein, on ne sait pas vraiment ce qu'il pensait, mais manifestement, c'est quelqu'un qui a voulu étendre son ordre et qui a voulu lui donner des terres en grande quantité et des terres où l'ordre serait le maître. C'est pour ça qu'il accepte l'offre du roi de Hongrie, c'est pour ça qu'il va accepter quelques années plus tard, après que l'ordre ait été chassé de Hongrie, qu'il va accepter l'offre polonaise d'aller aux frontières de la Prusse. Et c'est par ailleurs quelqu'un qui s'entendait très bien d'une part avec l'empereur d'Allemagne, Frédéric II, et d'autre part avec les papes. Et il est aussi connu pour avoir servi de négociateur dans les années 1225-1230 entre le pape et l'empereur. Il est présent en Terre Sainte où il a aussi un rôle important dans les conflits ou les querelles qui agitent les croisés en Terre Sainte. Au-delà de cette fonction militaire et hospitalière, on sent à vous lire qu'il y a une véritable fonction diplomatique de personnages comme Hermann de Salles. Oui, il a été, alors sans doute pour des raisons personnelles, enfin il a été apprécié de Frédéric II. Apparemment, ils se sont rencontrés en 1215 ou en 1216. Ils semblent bien s'entendre et Hermann de von Salza a des qualités qui font que Frédéric II l'utilise. Et comme il est par ailleurs vraiment bien vu de la papauté, qui lui accorde tous les privilèges qu'il réclame, il a joué un rôle d'intermédiaire et de diplomate tout à fait important à ce moment-là. J'en viens au fond finalement des devoirs du chevalier. Il existe, vous le disiez tout à l'heure, une règle. Qui a rédigé cette règle au départ? Les premiers rédacteurs sont inconnus, d'autant qu'on a sans doute vraisemblablement simplement recopié des passages de la règle du Temple et des passages de la règle des Hospitaliers, en donnant une majorité à la règle du Temple. Et ensuite, par recoupement, je crois qu'on peut émettre l'hypothèse que le rédacteur de la règle a été un évêque italien qui s'appelle Guillaume de Modène, qui est chartreux, qui est lié aux ordres militaires, qui était lié aux dominicains et qui va avoir dans l'histoire de l'ordre une très très grande importance. C'est vraisemblablement lui qui a rédigé la version finale de la règle, puisque la règle a été élaborée en plusieurs temps. De même qu'il a rédigé sans doute le plus grand privilège pontifical accordé à l'ordre. Et quelles sont donc les obligations de cette règle? Ce sont des obligations qui ressemblent aux obligations des ordres religieux. Donc, on va retrouver des vœux classiques de conversion des mœurs, devrait-on dire, plutôt que de chasteté, d'obéissance à la hiérarchie de l'ordre, de stabilité, c'est-à-dire le vœu de rester à l'intérieur de l'ordre, ce qui n'interdit pas de se déplacer en Europe. Et l'accent est mis sur les activités caritatives d'un côté, les activités militaires de l'autre. Et ces activités militaires doivent être dirigées contre ceux que le monde chrétien combat. Ça peut être les musulmans en Terre Sainte, ça peut être des populations restées païennes en Europe. C'est une sorte de consécration ou pas, d'être chevalier teutonique? C'est une vocation? Ça semble tout à fait une vocation pour certains personnages qu'on arrive à suivre, de la noblesse allemande, de la noblesse de certaines régions comme la Thuringe, où on s'aperçoit qu'ils quittent finalement, alors qu'ils sont encore jeunes, ils quittent leur fonction civile, laïque, et ils rentrent dans l'ordre. Et donc il y a un réel prestige de l'ordre à partir, en fait, c'est toujours la même chose, du règne d'Hermann von Salza. Un réel prestige de l'ordre à partir des années 1220-1230. Mais en même temps, l'ordre a reçu dans ses rangs une très grande majorité de tout petits nobles ou de gens qui sont à la limite entre la paysannerie aisée et la noblesse et qu'on appelle en Allemagne les ministériaux. Alors vous avez 3 termes pour définir l'action de ces chevaliers au quotidien, hein, je parle d'action Oui. au quotidien. Vous utilisez les termes de sobriété, d'efficacité, et vous dites que l'héroïsme, en revanche, lui, n'est pas une vertu de ces chevaliers du Christ. Au fond, ce sont des gens très pragmatiques qui agissent au quotidien. En fait, pour être un bon combattant, il ne faut pas être trop héroïque. C'est un peu la leçon sans doute que les Teutoniques ou les Templiers ont retirée des guerres en Terre Sainte. L'héroïsme chevaleresque qui consiste à se lancer tout seul à l'attaque de l'ennemi est
assez rarement récompensés par une victoire. Et donc, on recommande plutôt aux membres de l'ordre de se battre avec une discipline extrêmement stricte, ce qui correspond tout à fait à la manière dont les Templiers se sont battus aussi. C'est-à-dire qu'il y a chez eux un côté professionnel de la guerre qui apparaît assez tôt. La sobriété est de mise dans un ordre religieux et donc on leur demande d'être sobres dans leurs propos, dans leur attitude. Bon, ils sont tenus de porter le vêtement de l'ordre, bien sûr, et donc de ne pas se faire remarquer dans la société par l'éclat. Il y a des ajouts à la règle qui sont faits au XIVe siècle et qui rappellent que les Teutoniques ne doivent pas fréquenter les tavernes, ou quand ils se rendent en ville, ils ne doivent pas y aller tout seuls, mais ils doivent être deux, etc. Quels sont précisément les effectifs? C'est toujours difficile de se faire une idée, hein, plus de 8 siècles après, des effectifs. Pourtant, vous les jugez au fond peu nombreux. Oui, en accord avec, je dirais, l'ensemble des historiens de l'ordre. On pense qu'au maximum, à l'apogée de l'ordre, à la fin du XIVe siècle, vers 1380, l'ordre devait compter à peu près 1 millier de membres, répartis entre l'Allemagne, la Prusse, la Livonie, donc la Lettonie et une partie de l'Estonie actuelle. Ça, ce sont vraiment les membres de l'ordre. Il faudrait ajouter à ça ceux qu'on appelait les sergents, des valets d'armes, etc. Il y a toute une organisation Mais il y a une interne. organisation interne, donc le nombre total de personnes que l'on trouve dans les commanderies de l'ordre et qui travaillent, ou qui travaillent dans les domaines de l'ordre, au service de l'ordre, dans les domaines ruraux, là va s'élever à plusieurs milliers de personnes. Mais l'effectif finalement mobilisable de combattants a tourné au maximum autour de 1000-1200 personnes. Un sergent ou une personne qui sert dans l'ordre n'est pas forcément considéré comme un chevalier teutonique. Non, ils sont pas des militaires, ce sont des membres de l'ordre ou ce sont des gens extérieurs mais associés à l'ordre, Oui. mais ils ne sont pas considérés comme des militaires, comme des chevaliers si on veut. Notamment le terme de sergent est tout à fait approprié à toute une catégorie de membres de l'ordre qui sont des membres de second rang. On évoquait la sobriété, l'efficacité, mais par ailleurs, vous le soulignez dans votre ouvrage, il y a une certaine indiscipline. Il peut y avoir une indiscipline. Il y a eu notamment, ça a été très bien étudié par un historien estonien, Christian Thomas Pögg, qui a étudié les Teutoniques en Sicile et qui a reconstitué complètement la vie des commanderies de Sicile, notamment de Palerme, mais des autres également, et qui montre qu'à la fin du XVe siècle, il y a un grand commandeur en Sicile qui se comporte de manière assez peu religieuse puisqu'il a une maîtresse à qui il offre une maison, etc. Et on a aussi des cas d'indiscipline tout au long du XIIIe et du XIVe siècle. Il y a des gens qui quittent l'ordre. Il y a un grand maître qui est déposé et qui s'appelle Gottfried de Hohenlohe et qui, bien que déposé, continue à vouloir diriger l'ordre, donc qui utilise un sceau qui est faux. Et donc on a dans l'histoire de l'ordre, on a comme ça un certain nombre de cas d'indiscipline qui apparaissent régulièrement. Quelle est la composante sociale de l'ordre? Est-ce que tout le monde peut devenir chevalier? Est-ce que c'est réservé à la noblesse? Non, il n'y a pas d'exclusive. En fait, n'importe qui pouvait entrer dans l'ordre. Évidemment, pour combattre, il fallait avoir l'expérience du métier des armes. Donc, on ne pouvait pas recruter dans les couches de la paysannerie, bien évidemment. Pour l'essentiel, les membres de l'ordre sont issus de la petite noblesse. Et on peut dire vraiment que l'ordre teutonique, en fait, comme le grand mouvement de colonisation allemande en Europe centrale orientale, a servi d'ascenseur social à toute cette petite noblesse allemande. Il y a très peu de grands nobles au sein de l'ordre, du moins jusqu'au XVe siècle. Après, quand l'ordre sera contrôlé par les Habsbourg au XVIIe siècle, on verra alors des gens de la très grande noblesse, de la noblesse d'empire, être à la tête de l'ordre. Mais au XIIIe, XIVe, XVe siècle, c'est vraiment un ordre de la toute petite noblesse allemande. C'est un ordre très hiérarchisé. Vous évoquiez tout à l'heure la présence géographique de multiples qui est importante. Comment un Hermann von Salza peut gérer un ordre peu nombreux, certes, mais divisé en plusieurs entités géographiques? Oui, le gros problème était la dispersion géographique, avec des implantations en Terre Sainte, en France, un peu en Espagne même, et surtout en Allemagne, en Prusse. Et pour cela, en fait, l'ordre a plaqué sur l'espace géographique sa structure hiérarchique. Donc l'ordre est dirigé par le grand maître,
Mais le grand maître n'est pas un dictateur ou un monarque absolu. Le grand maître gouverne toujours de manière collégiale avec quelques grands dignitaires de l'ordre qui ont des fonctions qui tendent à se spécialiser petit à petit. Il y a un trésorier, si l'on veut, il y a quelqu'un qui est chargé de l'intendance, quelqu'un qui est chargé des hôpitaux de l'ordre. Et puis par ailleurs, on a divisé l'espace européen et celui de la Terre Sainte en grandes régions, en provinces. Et à la tête de ces provinces, il y a donc un maître de province. Donc il y a un maître d'Allemagne à la tête de l'Allemagne. Il va y avoir ensuite un maître de Prusse à la tête de la Prusse. Et ces provinces sont elles-mêmes subdivisées en bailliages, et les bailliages sont subdivisés en commanderies. Alors tout ça est très beau sur le papier, théoriquement c'est très bien. Dans la réalité, il y a des imperfections, il y a des chevauchements, des recoupements. Évidemment, tout ne fonctionne pas aussi bien que le schéma le laisse croire, mais il y a vraiment une volonté d'organisation, de contrôle de l'espace qui a quand même abouti à des résultats assez efficaces. Alors, vous montrez évidemment l'importance ou l'omniprésence plutôt du pape et vous présentez notamment l'extrême effervescence des services pontificaux chargés de retranscrire tous les différents textes donnant privilèges, exemptions, etc. C'était assez logique, puisqu'on avait affaire à un ordre religieux, tous les privilèges permettant à l'ordre, par exemple, de ne pas payer la dîme, ou au contraire d'avoir le droit de percevoir la dîme, tout ça ne pouvait venir que de l'approbation pontificale. On a eu une période assez spectaculaire, qui est l'année 1221, et même en un seul mois, en janvier et février 1221, en l'espace d'un mois, l'ordre a reçu une soixantaine de privilèges, qui sont d'ailleurs calqués sur les privilèges accordés à l'ordre du Temple ou à l'ordre de l'hôpital. Et avec ces privilèges, donc l'ordre a beaucoup d'avantages d'ordre financier, d'ordre fiscal, économique, et en même temps on règle aussi la nature de ses rapports avec le reste de la société. Alors il y a eu une très grosse vague de privilèges comme ça, donc en 1221, une autre en 1224, et ensuite quand on suit l'histoire de l'ordre jusqu'à sa chute en 1466, la papauté a hésité avec tantôt une politique de soutien à l'ordre, et tantôt, quand il y avait des problèmes avec la Pologne, une politique intermédiaire, voire une politique de soutien à la Pologne. Mais les papes ont toujours renouvelé les privilèges quand l'ordre les réclamait. Il y a une présence de l'ordre teutonique, une présence administrative près du pape. Oui, bien sûr, ils sont représentés, ils ont à Rome une maison, une demeure, un palais, et il y a un procureur de l'ordre qui réside en permanence à Rome et qui est nommé par le grand maître. Les premiers procureurs doivent apparaître vers 1220 à peu près. Et ce procureur est chargé de demander au pape des privilèges ou des confirmations de privilèges. Et il est également, bien évidemment, l'intermédiaire entre le pape et le grand maître quand il y a des problèmes ou quand on cherche à développer certaines actions. Et ils ont également, comme la plupart des ordres religieux, ils bénéficient, ça c'est différent, d'un cardinal protecteur, c'est-à-dire en fait un cardinal qui à la curie s'occupe de l'ordre teutonique. Il y a deux personnes différentes, mais la plus importante évidemment est le procureur de l'ordre qui souvent entretient une correspondance avec l'ordre et le tient au courant de ce qui se trame à la curie en sa faveur ou en sa défaveur. Quelle est la place réelle de la spiritualité dans l'ordre teutonique ? Alors, je crois qu'elle est très importante, en accord là aussi avec des recherches récentes des historiens qui travaillent sur les ordres militaires. Il ne faut pas voir les ordres militaires uniquement comme une espèce de légion étrangère qui passe son temps à se battre. Ce sont des gens qui rentrent dans un ordre religieux, qui y entrent pour accomplir une vocation religieuse. C'est quand même l'ordre de Sainte Marie des Allemands de Jérusalem. Il y a une dévotion à la Vierge qui est très importante dans l'ordre et qui dure jusqu'à la fin de l'existence de l'ordre, enfin la fin médiévale, puisque l'ordre existe encore en tant qu'ordre caritatif. Et les fêtes de la Vierge font l'objet de célébrations tout à fait importantes au sein de l'ordre teutonique. Et c'est même lié d'ailleurs aux opérations militaires, puisque quand on part en guerre contre les Lituaniens au XIVe ou XVe siècle, en général, on part en guerre le jour de l'une des 4 fêtes de la Vierge. Évidemment, la spiritualité est liée à la culture, aux temps médiévaux, et cette culture, sans être importante au sein de l'ordre teutonique, a tout de même sa place. Oui, c'est un ordre qui a développé une production littéraire tout à fait impressionnante. C'est quand même le seul ordre militaire qui ait rédigé sa propre histoire. Et on a plusieurs chroniques de l'ordre avec des dates tout à fait incertaines. On a plusieurs chroniques de l'ordre qui racontent l'histoire de l'ordre. Il y a vraiment eu un souci de développer sa propre histoire. Et il y a également toute une littérature qui consiste en poèmes commentant des livres de l'Ancien Testament, de très très longs poèmes écrits en allemand et qui sont là pour nourrir la spiritualité des membres de l'ordre.
Donc il y a vraiment eu un souci renouvelé par plusieurs grands maîtres de développer une culture historique, littéraire, poétique, religieuse au sein de l'ordre. Un jour dans l'histoire reçoit Sylvain Guggenheim, auteur du livre Les Chevaliers Teutoniques, un livre paru aux éditions Talendier. Nous nous retrouvons dans un instant. Pourquoi la musique de Mozart est-elle tout à fait accessible à tout cœur humain ? Gilles Cantagrel, correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, est venu présenter une communication sur Mozart le 22 mars 2006 devant les membres de l'Académie. À travers les manuscrits du célèbre compositeur, Gilles Cantagrel vous propose de découvrir, selon ses mots, quel fut le tempo de la vie du célèbre compositeur, dont la brièveté souligne le génie miraculeux. Retrouvez Gilles Cantagrel dans l'émission En séance. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée donc aux chevaliers teutoniques. Je reçois Sylvain Guggenheim, professeur à l'École normale supérieure de Lyon et auteur des Chevaliers teutoniques, une monographie donc parue aux éditions Talendier. Alors nous avons parlé, avant de quitter nos auditeurs, nous avons évoqué la culture au sein de l'ordre teutonique. Il y a, on a l'impression, une tentative de synthèse entre d'une part le moine, l'idéal du moine, puisque le chevalier est comme un moine, mais également celui du guerrier, puisque c'est un militaire. Est-ce que cette synthèse n'est pas difficile à réaliser ? C'est le propre de tous les ordres militaires. Ça a même fait l'objet de quelques critiques, y compris au Moyen-Âge, où on parlait, un auteur a parlé de monstruosité de la fin du XIIe siècle, je crois, à propos des ordres militaires. En fait, ce ne sont pas vraiment des moines, ce sont vraiment des religieux. Ce sont des laïcs qui vivent suivant une règle religieuse, avec une vocation religieuse, et ce sont en même temps des combattants. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, ce sont des gens qui ont à gérer des commanderies, donc des maisons, avec des domaines ruraux, et donc qui ont à s'occuper de toute une série de fonctions d'ordre économique et social. Il ne semble pas qu'à l'intérieur de l'ordre, le fait d'être à la fois un religieux et un militaire ait posé beaucoup de problèmes. Mais on a pas mal d'idées fausses sur le Moyen-Âge. Le fait au Xe ou XIe siècle de voir un évêque à cheval avec l'épée au côté n'est pas quelque chose de rare. Donc il ne faut pas se faire une idée trop schématique du Moyen-Âge, même dans le domaine de l'usage de la force par des religieux. Nous évoquions la culture tout à l'heure. On cherche des exemples, et les exemples, on les trouve dans l'Ancien Testament. Vous vous arrêtez notamment longuement sur ce qu'on appelle les Maccabées. Qui étaient les Maccabées dans l'Ancien Testament et quel rôle jouent-ils dans la représentation des Teutoniques ? Alors les Maccabées dans l'Ancien Testament sont des Juifs qui se battent contre des rois grecs et qui refusent en fait d'abandonner leur religion et de suivre donc le polythéisme grec. Et ils représentent une figure militaire qui a été reprise non seulement par les ordres militaires, mais qui a été reprise très tôt, au moins dès l'époque carolingienne, en Occident. À la fois, ce sont le symbole du martyr pour la foi. C'est dans le livre des Maccabées que l'on trouve pour la première fois aussi des allusions à la possibilité d'une résurrection et d'une vie après la mort. Et donc le livre des Maccabées a intéressé très tôt les pères de l'Église et a intéressé très tôt le monde ecclésiastique. Saint Augustin s'en empare, etc. Et dans le domaine donc strictement militaire, Saint Bernard les cite, les offre en exemple, et aussi bien les Templiers que les Teutoniques ont été appelés les nouveaux Maccabées par les papes, voire d'ailleurs aussi par des princes laïcs. On voit d'autant plus le rapprochement que les Maccabées se sont battus en Terre Sainte, évidemment, et que les Teutoniques ou les Templiers se battent avant tout en Terre Sainte. Et ils se battent pour défendre leur foi, ils se battent contre des gens qui sont les ennemis de la chrétienté, et le parallèle est immédiat au Moyen-Âge, et il y a des travaux à faire dessus, parce qu'il est beaucoup plus répandu encore qu'on ne le suppose. Alors l'ordre vit effectivement des hauts et des bas, si vous me permettez cette expression, Tout à fait. si bien que les références culturelles changent en fonction des époques. Oui, il y a des changements. Ça, c'est une question un peu délicate. Il y a des périodes de crise au sein de l'ordre où on va chercher effectivement appui, par exemple d'ailleurs dans le livre des Maccabées. L'époque où l'ordre s'installe en Prusse, où le grand maître plutôt s'installe en Prusse, quitte Venise, s'installe en Prusse en 1310, c'est une époque où il y a des tensions internes
Il y a des Teutoniques qui ne veulent pas de l'installation en Prusse, qui veulent rester en Allemagne avec l'idée de repartir en Terre Sainte. Et il y a une branche qui choisit l'installation en Prusse. À ce moment-là, donc, il y a des tensions. Il y a un grand maître qui est déposé. Il y en a un qui va être assassiné. Et c'est une époque où un des grands maîtres présents, Luther de Brunswick, va multiplier les rédactions d'ouvrages, il va lui-même écrire des livres, notamment des commentaires donc, de poèmes bibliques. Et donc dans ces moments de crise, on essaye de se raccrocher à des figures passées. C'est aussi à cette époque que le plus grand chroniqueur de l'ordre, Pierre de Duisbourg, écrit sa chronique de la terre de Prusse, pour montrer à l'ordre, qui est un peu contesté, on n'est pas loin de l'époque où les Templiers ont été brûlés à Paris, l'ordre teutonique a des soucis avec la papauté, avec la Pologne, et pour redonner du courage aux teutoniques des années 1320-1330, le chroniqueur Pierre de Duisbourg raconte l'histoire de la naissance de l'ordre et de la conquête de la Prusse. Cet ordre vit des mutations, et la principale des mutations, je renvoie à nos auditeurs évidemment à toute la chronologie que vous présentez, mais la mutation principale, c'est au fond cette mutation qui s'opère alors que le but de la Terre Sainte s'estompe avec le déclin de l'idée de croisade, et que parallèlement, c'est un ordre qui a des terres, qui a, comme vous le disiez tout à l'heure, des obligations économiques et sociales. Oui, il y a le vraiment grand tournant, c'est 1310. Le grand maître quitte Venise pour s'installer à Marienbourg, aujourd'hui Malbork en Pologne. Les Teutoniques qui étaient les derniers avec les Templiers à être restés en Terre Sainte. D'ailleurs, lors de la prise de Saint-Jean d'Acre en 1291, les Templiers et les Teutoniques sont massacrés, ceux qui étaient présents sur place. Et ensuite, le grand maître, donc, lui, s'installe à Venise pendant une vingtaine d'années. Et donc ensuite, il s'installe en Prusse pour construire définitivement une principauté, un nouvel État. L'idée de croisade vers la Terre Sainte ne semble plus très importante pour l'ordre, alors qu'en fait elle reste vivante en Occident, mais les Teutoniques se justifient aisément puisqu'ils disent que finalement ils opèrent eux-mêmes des croisades en se battant contre les Lituaniens qui sont restés païens et qui ne se convertiront qu'au XVe siècle. C'est-à-dire que la croisade ne concerne pas uniquement la Terre Sainte. L'ordre essaye de justifier au maximum sa présence en Prusse en considérant qu'il accomplit là-bas une tâche équivalente à celle qu'il accomplirait en Terre Sainte. À strictement parler, il y a plusieurs définitions possibles de la croisade, il y a plusieurs écoles d'historiens. Je serais assez d'accord avec les historiens qui ont une définition un peu minimaliste de la croisade, c'est-à-dire que la croisade, c'est quand même avant tout Jérusalem, et qu'une guerre menée contre des païens en Lituanie relève de la guerre religieuse, de la guerre missionnaire, mais peut-être pas de la croisade. On ne fait pas de pèlerinage en Prusse, on fait un pèlerinage à Jérusalem, et ça, dans les croisades, ça a énormément compté. Oui, parce que nous ne l'avons pas dit, mais l'évolution de l'ordre, l'installation de l'ordre va se faire notamment sur des conquêtes à l'est contre les païens. Voilà, ils ont été appelés vers 1225-1226 par un prince polonais, Conrad, qui dirige un duché au nord de la Pologne, la Mazovie. Et Conrad est très intéressé par le trône de Pologne, et donc il doit se battre plutôt contre des gens de sa propre famille dans le centre et le sud de la Pologne. Et les populations païennes de Prusse menacent sa frontière nord. Et donc, il fait venir l'ordre teutonique en leur donnant un territoire. La région des villes actuellement, si on prend les noms allemands donc de Thorn et de Kulm, et la région qui s'appelle le Kulmerland, et qui est une région qui est à la limite extérieure de son duché. Il leur donne cette terre. Ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent. Ils ont des droits princiers, les droits ducaux leur sont accordés sur cette terre, et ils doivent protéger la Mazovie, et donc la Pologne, des attaques des païens. Et en fait, c'est à partir de là que les Teutoniques vont non seulement garder cette terre, mais surtout conquérir la Prusse. Cette terre en question va faire à peu près 10% au total de la superficie de leur territoire final. Alors justement, vous évoquiez la Prusse. La Prusse, qui devient peu à peu un État, va prendre le dessus sur l'ordre et au fond sa substance, sa colonne vertébrale qui est religieuse. Alors oui, c'est une histoire assez paradoxale. C'est-à-dire que les Teutoniques ont d'abord construit là-bas une principauté, une véritable principauté. Ils avaient un privilège impérial, un privilège pontifical qui se complétait très bien pour ça. C'est-à-dire qu'ils étaient totalement indépendants. Et ils avaient tous les droits d'un gouvernement indépendant à l'intérieur de frontières qui étaient reconnues. Donc des droits en matière de politique étrangère, le droit de battre monnaie, d'édifier des villes, de bâtir un système législatif en vigueur. Et ils ont fait ça à l'intérieur d'un territoire où il y avait une population allemande, qu'ils faisaient venir, des colons, des paysans allemands, où il y avait des Pruthènes, des habitants de la Prusse, qui n'ont pas tous été exterminés, contrairement à ce qu'on a dit à un moment au XVIIIe ou au XIXe siècle, et des Polonais. Et donc ils ont vécu
dans ce territoire en construisant petit à petit donc un État avec un gouvernement assez efficace, un réseau postal qui était très bien fait, mais ils n'ont pas vu l'évolution économique, sociale et nationale de la Prusse, c'est-à-dire que petit à petit s'est formée en Prusse une véritable nation qui a mêlé Allemands, Polonais et Pruthènes. Et cette nation a voulu avoir des représentants nobles, représentants des villes, et qui ont fini par considérer qu'ils étaient les véritables maîtres du pays et que l'ordre, après tout, qui faisait toujours venir des Allemands comme nouveaux dignitaires ou nouveaux commandeurs, l'ordre apparaissait finalement de plus en plus comme un étranger à cette terre. Alors apparaît également au XVIe siècle le protestantisme. Est-ce que la sécularisation et la question du protestantisme mettent fin tout simplement à cet ordre teutonique? Alors, le protestantisme ne met pas fin à l'ordre, il va mettre fin finalement à l'État construit par les Teutoniques en Prusse. Bon, mais cet État est déjà détruit par la victoire des Polonais en 1466. La conversion du grand maître de l'ordre au protestantisme, poussé en cela par Martin Luther, le grand maître de l'ordre, donc en 1525, fait que ce qui est resté de la principauté de l'ordre autour de Königsberg n'est plus du tout une principauté religieuse, ça devient une principauté laïque, dirigée par un prince protestant, lequel prince protestant doit hommage à la Pologne. En revanche, il y a quelque chose de tout à fait intéressant à propos de la réforme protestante, c'est que l'ordre a su ne pas éclater au moment de la réforme au XVIe siècle, et on va voir à l'intérieur de l'ordre des membres devenir protestants en Allemagne, luthériens, on verra même des calvinistes, et il y a à l'intérieur de l'ordre un phénomène qui a été mis en valeur par le directeur des archives de Vienne, Bernard Demel. Il y a un phénomène de biconfessionnalité ou de triconfessionnalité au sein d'un ordre qui est pourtant a priori un ordre soumis au pape, mais qui, pour ne pas éclater, pour ne pas perdre ses terres, va accepter que des membres, voire des commandeurs ou des maîtres de bailliage deviennent protestants. Il y a des causes extérieures au déclin de l'ordre, mais il y a aussi des causes intérieures, Sylvain Guggenheim, que vous définissez d'ailleurs très clairement. Et j'allais dire, le ver est dans le fruit dès les origines, puisque l'ordre est voué à avoir des obligations économiques, des obligations envers la société. Il crée un État, mais la création d'État et le principe même d'un ordre religieux est contradictoire. Au début, ça n'apparaissait pas comme contradictoire et l'ordre a effectivement créé une principauté et on peut dire un État, mais il est arrivé un moment où les exigences du fonctionnement d'un État sont devenues incompatibles avec le fonctionnement de l'ordre. L'une des choses qui est la plus frappante, c'est qu'au moment où les monarchies anglaises, espagnoles, françaises développent tout un corps de légistes, de juristes, de spécialistes du droit et de l'administration, mais les Teutoniques ne font pas cet effort de formation. Et donc les gens qui administrent le pays à la base, les gens qui sont à la tête des commanderies, ont des compétences dans la gestion des domaines, ils sont habitués à commander des hommes éventuellement au combat, mais le travail d'administrateur d'un État, de serviteur de l'État, ça ne s'improvise pas, et plus les États se perfectionnent, plus ce travail est compliqué. Et les membres de l'ordre, finalement, n'ont pas la formation suffisante. Et en plus, donc il y a des raisons, il y a une raison externe, il y a les guerres perdues contre la Pologne, et il y a aussi cette disparité entre un ordre qui continue à recruter ses dignitaires pour l'essentiel en Allemagne, qui les fait venir d'Allemagne, et une population prussienne qui prend conscience d'une identité nationale. Alors, Sylvain Guggenheim, nous arrivons au terme de cette émission. Il y a une légende à laquelle nous allons mettre fin. En tous les cas, vous mettez fin à une légende. Vous évoquez la captation nationaliste de l'héritage teutonique. Ça participe au fond de tous les clichés que vous évoquiez en début d'émission qui ont amené cet ordre à être quelque peu déprécié. C'est assez compliqué l'histoire du rapport entre l'ordre et non pas le nationalisme allemand, mais les différents nationalismes. En Prusse, par exemple, au XVIIe, XVIIIe siècle, suivant qu'on est en Prusse orientale ou en Prusse occidentale, où on se raccroche à l'ordre parce que c'est un ancêtre glorieux, où on ne veut pas entendre parler de l'ordre teutonique parce que c'est un ancêtre gênant, d'autant que l'ordre existe toujours et qu'au XVIIIe siècle, il espère même toujours récupérer la Prusse. Que donc, quand on est dans une Prusse indépendante, on n'a pas envie de voir revenir l'ordre. Et d'un autre côté, on peut tout à fait donc glorifier cet ordre comme étant un modèle de réussite. Le nationalisme allemand au XIXe siècle a utilisé la figure de l'ordre, notamment dans son opposition au monde slave, et l'ordre apparaît dans un certain nombre d'ouvrages comme une digue, un rempart contre les agressions supposées du monde slave. En revanche, l'Allemagne nationale-socialiste n'a pas vraiment utilisé l'ordre
Hitler s'y intéresse pas du tout parce qu'on peut penser qu'un ordre religieux soumis au pape, ça ne convient quand même pas tout à fait à l'idéologie nationale-socialiste. Donc la captation de l'ordre par les différents nationalismes est quelque chose d'assez complexe. Et le nationalisme polonais s'est largement construit aussi à partir d'une figure de l'ordre comme ennemi ancestral. Et ça, on le voit dès le début du XIVe siècle dans des procès qui opposent l'ordre à la Pologne. On voit quand même que certains nationalismes en Europe se sont construits à partir de la figure de l'ordre, ou en accord avec cette figure, ou en réaction contre la figure de l'ordre. Il a fait une partie de l'Europe. Eh bien, c'est sur cette image toute nuancée, Sylvain Guggenheim, que nous allons nous quitter. Je rappelle les références de votre ouvrage, Les Chevaliers Teutoniques, paru aux éditions Talendier. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage dont nous reparlerons au micro de Canal Academy, Aristote au Mont Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne, paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.